Ça me fait grand plaisir de discuter avec vous. Moi, j'ai tendance à mettre beaucoup d'éléments dans mes présentations, ça fait que je sais déjà que j'en ai trop pour mon 30 minutes. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible, de manière concise, et en n'oubliant pas des points importants, ce qui est particulièrement difficile parfois. Là, j'ai une souris qui ne marche pas. Je l'ai cherché tout à l'heure. Bon. Ah, voilà. Le plan de la présentation, le voici, vous le voyez. De quoi on parle dans un premier temps? On parle des changements climatiques, on peut parler aussi du réchauffement global. Je vous ferai remarquer que souvent on évite, en langue française, et notamment au Québec, de parler de réchauffement global pour préférer changement climatique. Peut-être que c'est un indicateur du fait qu'on veut adoucir un petit peu la gravité peut-être de la situation. Présenter quelques éléments de cadre théorique. Quelques questions de base pour l'éthique. Il faut comprendre que c'est une discussion importante dans laquelle je suis entré depuis quelques temps. Ceci est un article en cours d'écriture. Ce n'est pas le résultat de 2 publications, ou 3 articles, ou 3 revues, ou 3... Bon, c'est un texte en élaboration, donc un travail en cours de construction. Bon, différentes démarches possibles devant les changements climatiques. Moi, sur quoi je vais m'arrêter plus particulièrement ici, c'est ce qui concerne l'adaptation au changement climatique. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas juste ça, il y a aussi des éléments qui concernent l'atténuation, bien sûr, du changement climatique, dont on va parler. Et comme j'aurais restreint mon propos dans un premier temps, je vais terminer en donnant quelques éléments de discussion sur la question de l'éthique devant l'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça a un sens? Il y a des gens qui ont des critiques à formuler devant ce type de programme d'action. On va en discuter un peu, puis voir qu'est-ce qu'on peut en penser finalement. Oui. OK. Donc, je présume, j'espère qu'il n'y a pas trop de climato-sceptiques dans la salle. Probablement, vous savez tous qu'il y a une différence entre les variations de température et le changement du système climat comme grand ensemble. On fait des calculs de moyenne globale et régionale sur la base de mesures et on sait que même s'il y a des moyennes, il y a aussi des grandes variations locales. Et quand on parle de... Je sais pas ce que ça fait. Quel côté? Excusez-moi. Donc, quand on parle du changement climatique, on parle de quelque chose de complexe, d'un ensemble très vaste. Le système climat qui comprend à la fois l'atmosphère, l'hydrosphère et la géosphère, donc qui implique des cycles du carbone et donc c'est vraiment des sciences physiques sans nature qui sont convoquées. Je ne suis pas un spécialiste de ces disciplines-là. J'essaie de les comprendre de mieux en mieux, de les apprendre aussi en travaillant sur ces questions. Pour penser au phénomène qui est à la base des réchauffements globaux dont on discute, il y a des figures qui viennent souvent, je les rappelle. La grosse couverture de l'aile, plus le nombre de la quantité de gaz à effet de serre est importante dans l'atmosphère, plus la couverte est grosse, plus la chaleur est retenue à l'intérieur du système terrestre. On se sert parfois des images des plaques de verre également. Et en général, les modélisations plus récentes font appel à plusieurs plaques parce qu'il y a des phénomènes complexes de convection. Tout n'est pas de la même importance dans le système climat. Il y a des interactions aussi entre les différents gaz consommés. Je vous passe sur les détails de ça. Le concept de base, c'est bien sûr qu'il y a une réfraction de la chaleur dans le système terrestre, et ce qui a pour effet d'augmenter l'énergie disponible. Ceci étant dit, j'aurais vraiment dû apporter mon appareil. Ouais, la condition des attentes. OK. Bon, l'histoire des changements climatiques, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Joseph Fourier, je rappelle ça brièvement, 1827, Svante Arrhenius, en 1896, le phénomène physique des gaz à effet de serre est bien connu. On les calcule aujourd'hui en équivalent de CO2. C'est sûr que ces travaux-là étaient très peu connus et publicisés. Depuis une trentaine d'années, bien sûr, on en entend parler davantage avec les travaux du groupe national d'experts sur le climat, IPCC, dans l'appellation anglaise. Donc, j'avais des schémas, je ne vais pas m'arrêter longuement. Ici, un schéma qui montre une corrélation bien attestée entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et les variations de température en degrés Fahrenheit.
Oui, la ligne noire correspond à la concentration de CO2. 2000-2020 sur la droite, et vous remarquerez que la barre noire, à ce moment-là, ça c'est la National Climate Association américaine qui a fait ce schéma. On n'était pas encore à 400, mais aujourd'hui on est au-dessus de 400. Et donc avant 2020, on a déjà dépassé ce qui était prévu à ce moment-là. Il y a évidemment le 5e rapport du GIEC qui fait pas mal l'autorité en la matière. Je vous rappelle quelques schémas que vous pouvez facilement retrouver en ligne si vous allez sur leur site. Ici, vous avez les taux de CO2 provenant de la consommation des énergies fossiles, qui est en rose. Les autres éléments sont dans d'autres couleurs. J'attire l'attention sur le petit cercle de droite. En fait, tous les 2 tiers, ce qui commence en haut en bleu, jusqu'à ce qui est rouge, y compris, c'est ce qui concerne l'utilisation de l'énergie de type énergie fossile. Donc, les variations de température différenciées sur les différents continents, on peut voir qu'il y a quand même un bon degré, si on fait une histoire courte, un bon degré a été pris depuis à peu près 100 ans de température moyenne. Maintenant, quand on regarde ça plus en détail, là, j'ai de la misère à focuser avec ça, mais on va faire une histoire courte encore une fois. Ce qui est rouge foncé, donc l'Alaska, on parle quand même d'une augmentation de 3,5 degrés C dans un 35 ans, donc entre 1970 et 2004, qui est quand même très significatif. Ce qui est rose, c'est plus 2 degrés C. Donc ce qui est Amérique du Nord, Europe, pas Europe vraiment, mais plutôt nord de l'Afrique et Union soviétique, ici, l'ancienne Union soviétique. Donc, des données plus récentes, données qui ont été prises sur le site de National Oceanic and Atmospheric Administration, on voit pas tellement bien, mais ici vous avez aussi une balance, ça c'est 2015. Donc vous voyez des taux, ici c'est en degrés Fahrenheit par contre, du plus 4 sur l'ouest de l'Amérique, comme vous pouvez le voir, et en Sibérie. Et la fameuse tache bleue qui était dans le nord Atlantique, qu'on a vécu en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a un peu eu les impacts de ça. Quand il faisait très froid au Québec, c'était la seule endroit sur la planète où il faisait froid. Là. Ça correspondait à peu près à ça. Donc, on était vraiment l'exception. Donc, synthèse partielle, donc pour plus de détails, il faut aller voir les rapports pertinents. Bien attesté, donc, le changement climatique, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas à faire une transformation de la réflexion éthique? C'est ce que j'annonce ici. Évidemment, ce n'est pas juste la transformation de la réflexion éthique qui est en question, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, parce que finalement, la réflexion éthique, ce n'est qu'un aspect d'un paquet de considérations à avoir, politico-économico, etc. Donc, il reste que, il me semble que de faire face de manière adéquate et responsable à ce phénomène global et local est un défi. Voilà le défi le plus important auquel on est confronté, sur la base de notre humanité commune, et on en a pour longtemps. Donc, ce n'est pas une histoire qui va disparaître facilement de notre paysage, donc on serait dû de prendre en compte cette situation-là. Il ne faut pas oublier non plus que ça ne fonctionne jamais tout seul, les changements climatiques. Ça se combine à d'autres problèmes. Quand vous avez des problèmes de sécheresse à quelque part, de pauvreté, de malnutrition, quand vous avez des carences alimentaires, ça ne fait qu'aggraver les problèmes. Quand vous avez des tensions idéologico-culturelles, ça aggrave ces problèmes-là. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne indépendamment de tout le reste, c'est quelque chose qui est un facteur d'aggravation des problèmes. Donc, et pour nous en éthique, qu'est-ce que ça vient faire, vous allez me dire? Bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on vient d'une vaste tradition en éthique quand même. Je veux dire, on peut remonter à peu près à 2500 ans, où dans le fond, les questions d'éthique sont beaucoup des questions qui s'adressent à l'individu. Et ça va peut-être faire aussi qu'encore aujourd'hui, on peut avoir des sentiments de culpabilité ou d'infouvoir, ou même un certain désespoir par rapport à ce genre de problèmes extrêmement massifs, sur lesquels on n'a pas de prise et par rapport auxquels on se sent malgré tout un peu responsable, parce que bien sûr, on contribue à tout ça, même si on n'a pas le choix. On se dit, qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je pense qu'il y a là une pathologie culturelle de notre époque importante sur laquelle on pourrait s'arrêter plus amplement. La posture que moi je prends, c'est donc une posture de philosophie pratique. Ça inclut l'éthique, mais pour moi, ça doit inclure aussi la philosophie politique. Ici, je me situe de plus en plus, moi,
dans un cadre de philosophie pratique. On a un doctorat dans ce domaine-là. Et c'est une perspective qui permet, bien sûr, de regarder les questions éthiques, mais aussi en considérant les questions politiques. Donc, le pragmatisme de Peirce peut être appelé à la rescousse, parce qu'au fond, on a affaire ici à des éléments de probabilité, c'est-à-dire à des inférences probables, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup quand même sur base de modélisation. On a de bonnes observations à la base, mais on fait des inférences, on est capable de voir la direction générale des cours quand même, et de se faire une bonne idée. Et ça nous permet quand même de dire, ben, on n'a pas affaire à quelque chose ici qui est farfelu ou qui est un peu une pure fiction imaginative. Il y a quand même quelque chose, il y a des tendances lourdes en présence dont on doit s'occuper. Il y a deux choix axiologiques que moi je suis amené à réaffirmer, qui sont des choix, je dirais, substantiels et normatifs. Là, on a parlé hier de la question très importante de ce qu'on a appelé la retenue axiologique. Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a certaines questions sur lesquelles il me semble qu'il y a des postures à prendre qui sont claires. La première, ce serait probablement la valeur d'une conception délibérative et participative comme système politique. On a parlé de philosophie de la démocratie ou d'une approche qui reconnaisse les droits de tous. Ça fait partie de cette conception, me semble-t-il, qui a une valeur pour moi substantielle, même s'il y a par ailleurs des pratiques procédurales à l'intérieur, bien sûr, de la vie démocratique. Puis, il y a aussi une autre valeur, pour moi, substantielle, qui est la valeur de la relation que l'on veut soutenable entre les sociétés humaines organisées et leur environnement bio-géophysique, ce qui, pour moi, inclut les espèces non humaines et les écosystèmes, mais aussi les infrastructures de la vie sociale. C'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas, mais pour fonctionner comme société aujourd'hui, on a besoin des autoroutes, on a besoin de l'hydroélectricité, dans le cas du Québec, c'est particulièrement évident, on a besoin de pylônes, on a besoin d'un paquet de choses qui permettent notre vie en société. Donc, ça fait partie de notre relation à cet univers ambiant. Donc, première question que je dis qui importe pour une réflexion éthique, c'est vraiment d'oser en parler. Okay? Les changements climatiques, ce n'est pas une question qui est facile à traiter. Souvent, les gens n'en parlent pas, sont timides avec ça. Je pense qu'il y a un tabou de ce côté-là à transgresser. C'est bien sûr pas détaché non plus des autres problèmes. C'est aussi une caractéristique de cette question-là. Prenez par exemple le phénomène de la pollution, c'est un autre facteur environnemental qui vient compliquer la donne. La rareté de l'eau saine, situation qui est déjà donnée très souvent, mais aggravée par les changements climatiques. Perte de biodiversité en raison de l'occupation de plus en plus large de notre espèce et de son organisation sur la planète. Les limites matérielles du système Terre, il faut le rappeler aussi, par rapport à un certain mythe de la croissance exponentielle qui est beaucoup véhiculé dans les médias et dans une certaine idéologie économique. Parce qu'il faut remettre les choses à leur place. La Terre est un système limité. Il y a un espace limité. C'est sûr qu'il y a des possibilités d'action, mais ce n'est pas infini. Donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, dépasser cette fixation uniquement sur les prises de décision singulières, c'est sûr qu'il y a des prises de décision à y avoir au niveau singulier personnel. Mais il y a aussi des décisions collectives à y avoir, il y a aussi des délibérations communes à y avoir sur ces questions-là. Et même la philosophie collective traditionnelle, on se souviendra que son grand problème, c'est quoi? C'est la question des droits des individus et l'état de droit pour protéger ça. Ce qui est parfaitement légitime, hein. Je ne dis pas qu'il faudrait ne plus avoir ces préoccupations-là, mais en même temps, il faut comprendre que ce sont des préoccupations d'une certaine époque, 17e siècle, 18e siècle. On a quand même bougé un petit peu depuis ce temps-là. Il y a le philosophe allemand Sloterdijk qui parle de monogéisme aujourd'hui. Il dit qu'il faut s'apercevoir d'une chose, c'est que nous n'avons qu'une seule Terre. Alors, moi j'aime beaucoup la science-fiction personnellement, là, je suis un grand amateur de ça, mais tu sais, on va aller terraformer la planète Mars, puis après ça, on va faire Alpha du Centaure, il faut regarder, est-ce qu'on peut s'occuper de notre planète, puis après ça, on essaiera de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire sur Mars, et le reste, tu sais, je veux dire. Donc, ces sentiments de détresse qu'on peut avoir ou d'impouvoir, ben, je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre par ça. Il y a des actions multiples à tous les niveaux qui est possible. Et la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut léguer aux générations futures? Donc, c'est là que je vais m'arrêter un peu avec vous. On veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Bon. Il y a différentes démarches possibles qui sont déjà théorisées par des gens, là, puis qu'il y a déjà des programmes d'action qui sont en cours. Donc, il y a 4 modèles qu'on peut, il y a 2 de ces 4 qu'on peut regrouper.
Donc, atténuation d'une part, adaptation et d'autres modèles. Donc, pour ce qui est de la démarche d'adaptation comme telle, ben, elle ne peut pas fonctionner toute seule. Donc, elle doit fonctionner en combinaison avec la question de l'atténuation, c'est-à-dire de minimiser le plus possible la quantité de gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère. Parce qu'en passant, on sait que 90% des gaz à effet de serre se retrouvent finalement dans l'océan. Donc, ce qui a un effet aussi assez pathétique sur nos océans et en termes d'acidification et en termes aussi de perte de vie de ce côté-là également. Donc, conséquence sur tous les vivants, bien sûr les humains eux-mêmes, quelle qualité de vie, quel espace de vie, quel environnement qu'on doit laisser à nos enfants. Il me semble que c'est un enjeu moral clair par rapport auquel on ne peut pas faire de recul. Alors, j'ai modifié un schéma en fait, que j'ai trouvé chez des auteurs allemands, un bouquin qui s'appelle Ethik des Klimawandels, que vous pouvez trouver, où, dans le fond, on présentait 4 types d'actions, et les deux, mais c'est vraiment 4 choses différentes qui ne sont pas à confondre. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on présente la chaîne des phases de causalité, les points d'intervention possibles. Donc, si on s'attaque aux émissions actuelles de GES, on est dans ce qu'on donc à carré de gauche en vert pâle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce que les Allemands appellent la protection du climat, soit de l'atténuation. On va essayer de minimiser le plus possible la quantité de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère. Et là, on va monter des systèmes comme un système de cap and trade, pour le dire en anglais, donc, et aussi des bonus-malus sur les voitures. On va instaurer des modèles de campus vert, hein, comme notre Alain Webster hier, ce dont il parlait, le campus vert, c'est ça. On se donne des outils pour inciter les gens à mettre moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et évidemment, ces outils peuvent être plus ou moins contraignants et plus ou moins. Ils peuvent tantôt être à caractère législatif, tantôt à caractère de mécanisme économique. Et donc, il y a toute une discussion à y avoir là-dessus qui est tout à fait fascinante et importante. Si on s'attaque directement à la concentration atmosphérique des CO2, on peut essayer, des autres gaz à effet de serre comme le méthane, on peut essayer de le faire par le retrait du CO2 de l'atmosphère. Donc là, on tombe dans l'ingénierie, donc la géo-ingénierie, et il y a des discussions qui portent là-dessus. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais le Carbon Capture and Storage, le CCS, donc la séquestration, la capture et la séquestration du carbone. Donc, on monte des espèces d'usines et on essaie de récolter tous les gaz à la source des grandes industries pollueuses et de les enfouir dans le sol. C'est un exemple, il y en a des paquets d'autres. Le deuxième modèle du même genre qui essaie, lui, de s'attaquer, donc troisième carré vers pâle en allant vers la droite, élévation de la température moyenne. Là, on va faire de la géo-ingénierie un peu différente. On va, par exemple, ensemencer les nuages, on va installer des espèces de gros miroirs pour essayer d'empêcher la chaleur du soleil d'entrer dans le système terrestre. Ces méthodes-là sont très, très expérimentales encore, très hypothétiques, peu testées. Quand elles fonctionnent à petite échelle. Là, étendre ces modèles-là à grande portée comme le CCS, ça coûterait en tout cas. Quasiment impossible à considérer. Puis évidemment, ça peut poser des problèmes sérieux parce que toutes sortes de catastrophes peuvent s'en suivre. Si on commence à ensemencer les nuages, évidemment, ça pose des problèmes. Bon. Et finalement, le volet adaptation, lui, s'attaque au dernier chaînon, si on peut dire, de ma série d'éléments, où dans le fond, on essaie d'intervenir au niveau des conséquences de ceci sur les humains et les vivants de l'avenir. Donc on dit, on va pallier aux conséquences. On va regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui risque de se passer. On va tenter d'identifier les vulnérabilités des communautés humaines, notamment, puis se donner les moyens pour protéger ces communautés. Et donc, évidemment, là, ça va donner lieu... voilà, ça marche, c'est bon. OK, donc, ça va donner lieu à toutes sortes de procédures. Maintenant, je reviens sur la question de l'atténuation, donc le fait de systématiquement vouloir retirer des gaz de l'atmosphère. C'est absolument à conserver, on ne veut absolument pas se passer de ça. Le 2 et 3 sont très contestés, il faut mettre vraiment la pédale douce. Pour ce qui est de l'adaptation, en fait, elle devient indispensable parce qu'on sait qu'il y a une grande inertie du système climat. Les gaz restent longtemps dans l'atmosphère et dans l'hydrosphère, plusieurs centaines d'années, en certains cas même plus pour d'autres. Dans certains autres cas, c'est moins long.
Mais il reste que, on a déjà des effets concrets du changement climatique avec la quantité d'inondations, les tempêtes calculées sur un ratio de 1 sur 100 qui tout à coup deviennent des tempêtes sur un 1 sur 25 ou 1 sur 40. On voit ça à beaucoup d'endroits actuellement. Donc, les changements sont déjà là, puis on n'est pas rendu encore à 1,5 ou à 2 degrés au-dessus du seuil des 1990. On est actuellement à 1 degré au-dessus de ce qui était le cas en 1900-1910. Donc, on a déjà des effets assez graves qui se manifestent. Donc, ce programme d'action-là présume qu'on va regarder les vulnérabilités, on va les analyser, puis on va tenter de renforcer la résilience. Alors, les arguments qui sont annoncés contre l'adaptation, c'est de dire, par exemple, que cette catastrophe de toute façon est trop imminente, donc c'est des efforts voués à l'échec, aussi bien de faire la fête pendant qu'on vit encore, puis oublier le problème, ça va être correct. Donc, de toute façon, tout le monde meurt un jour, fait que... Alors, évidemment, c'est pas un argument que je vais retenir comme étant un bon argument. Ensuite, il y a l'autre argument qui consiste à dire que ça nous détournerait des vrais enjeux. Alors, les vrais enjeux, ça serait d'arrêter la surproduction de gaz à effet de serre, sinon on diviserait nos forces. Dans le fond, l'énergie qu'on met sur l'adaptation, on ne met pas sur l'atténuation. Mais, en tout cas, je ne retiens pas non plus cet argument, mais je vais continuer avec ma liste d'arguments. Ensuite de ça, autre argument, seule une sortie du capitalisme aurait quelque chance de succès. Et donc là, on va dénoncer sur une base de principe, en disant que ça nous prend une transformation radicale, et dans le fond, on attribue la responsabilité de tout ça à une entité collective qu'on appelle le capitalisme. Bon. Et quatrième élément, donc on va dire que le programme de l'adaptation est foncièrement anthropocentrique, c'est que finalement, il est centré uniquement sur les êtres humains. Alors, les contre-arguments à ça, bon, le premier, je laisse faire parce que moi, je ne suis pas défaitiste. Je pense que la vie est trop belle pour essayer de la continuer avec une bonne qualité. Puis la même chose pour les enfants de mes amis, pas seulement les miens, aussi les autres. Ensuite de ça, deux programmes d'action qui sont complémentaires, clairement, on l'a déjà dit. Dans le fond, il faut à la fois travailler sur l'atténuation et sur l'adaptation. Donc, réduire bien sûr les gaz à effet de serre le plus rapidement possible, mais on doit aussi s'adapter en fonction du cumul de ces gaz dans l'atmosphère terrestre. Et ça veut dire que même si on s'arrêtait immédiatement pour une raison politique miraculeuse, tout le monde se met d'accord pour arrêter. Probablement, ça ne se fera pas en 2 minutes, même si on décidait ça. Et ensuite de ça, avant que ça ait des effets sur ce qu'on a déjà mis dans l'atmosphère, ça va prendre un certain temps. Donc, autre argument, donc l'histoire de la critique du capitalisme. Bon, à mon avis, on peut très bien avoir une critique du capitalisme, notamment ce qu'on appelle le capitalisme financiarisé. On peut avoir ça et quand même mettre sur pied des organismes voués à l'autonomie des communautés locales, notamment au niveau alimentaire. Mais s'il faut attendre à la fin du capitalisme pour commencer à s'organiser, à faire quelque chose, on va attendre peut-être longtemps, parce que c'est pas si évident que ça de dire on va sortir du capitalisme. Ah, encore, ok, merci. Bon. Puis ensuite, c'est pas si évident que ça de parler du capitalisme avec un grand C, comme si le capitalisme c'était une affaire, un machin situé quelque part, pourvu d'un centre de commandement unique. Il suffirait de s'attaquer à ce centre de commandement, puis là, on aurait fini avec le capitalisme. Et je pense aussi qu'il faut une nouvelle critique du capitalisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a évoqué ça un petit peu de loin en loin précédemment. Bien sûr, le modèle marxien était fondé sur la question du travail, vision du travail qu'il y avait chez Marx et le reste. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres éléments à considérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper du travail, au contraire. Mais aujourd'hui, ce qui est en question, semble-t-il, beaucoup plus, c'est cet impératif de croissance complètement abusif qu'on a mis en place après la Deuxième Guerre mondiale et qui est devenu un dogme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut nécessairement avoir de la croissance. Et on entend tous les journalistes à la radio et à la télé se plaindre dès qu'on n'a pas 2% de croissance. Là, c'est la fin du monde. Bon, ça faudrait peut-être, parce que ça, c'est de la croissance exponentielle. Hein. Fait que ça avait déjà été analysé en 1972 avec les Limits to Growth, ça a été mis à jour après, je ne sais plus combien de fois. On le sait, je veux dire, on ne peut pas soutenir un rythme de croissance de 2% par année sur toute la planète sans qu'on épuise complètement le système terrestre, ça n'a pas de sens. Donc, il faut un jour comprendre ça.
Bon. Et aussi, ben, c'est qu'on a un phénomène actuellement de détachement total du système économique par rapport à l'économie réelle, c'est-à-dire les échanges concrets des acteurs les uns avec les autres qui se rendent des services moyennant un certain salaire. Il ne faut pas non plus tout jeter le bébé avec l'eau du bain dans cette affaire-là. Donc, évidemment, on a un système qui fonctionne aujourd'hui avec de l'argent fictif, avec des écarts de richesse de plus en plus importants, qui sont largement des manifestations, justement, d'un système économique où il n'y en a plus de vraie croissance, et puis on essaie de continuer d'en créer sans arrêt. Bon. Alors, je passe là-dessus, mais je pense qu'il y a une véritable critique à faire de ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire de ne pas préparer des alternatives et de ne pas déjà les mettre en place quand on pense que c'est possible. J'ai fait tourner mon affaire. On y est encore. Ah voilà, d'accord. Argument polycentrique. Voilà, donc le point que je vais faire ici, c'est pour la question de l'anthropocentrisme, c'est vrai que certains programmes d'adaptation sont très très centrés sur les sociétés humaines, les villes et tout le reste, ben oui. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des programmes centrés sur l'adaptation qui vont penser à la préservation de la biodiversité, puis qui vont penser en termes d'espèces à faciliter la survie et l'adaptation des espèces non humaines. Et dans le fond, pour moi, c'est quelque chose de complémentaire, encore une fois, c'est qu'on n'a pas à choisir entre protéger les humains et protéger les espèces non humaines. C'est-à-dire qu'on a besoin des espèces non humaines, il faut comprendre ça aussi. C'est-à-dire, si on n'a pas les microbes, c'est vrai que des fois les microbes, on ne les aime pas, là, parce qu'ils nous donnent des drôles de bruit là, dans la bouche, mais en tout cas, il y a aussi des fonctions à ça. Bon, puis c'est la même chose pour les autres vivants. Bon, alors il faut aussi les protéger. Bon, finalement, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Ça tourne pas, ce truc. Voilà. Donc, ce que je propose, c'est... Oui, je conclue. Je propose que, donc, on ait effectivement qu'on prenne le tournant biorégional, qui avait déjà été annoncé par Parson dans le livre Governing the Environment il y a longtemps. Qu'on prenne donc ces questions d'adaptation en charge au niveau régional, en impliquant les différents acteurs concernés. C'est là que toute notre discussion sur les parties prenantes éventuellement, ou la participation des secteurs d'activité dans une approche de gouvernance décentrée peut être intéressante. Lancer des analyses constructives avec ces gens-là, sur la base des attributions réelles de valeur par les acteurs, dans leur champ de pratique. Et il me semble qu'en ce sens-là, on rejoindrait l'idée de base en éthique appliquée, mais en même temps avec un souci de protection de valeurs substantielles qui concerne précisément la vie humaine dans son rapport avec l'environnement. Puis, faute de finir, je vais vous dire que ça conclut pas mal mon propos. Il reste 2 diapositives, mais je ne suis pas capable de les avoir. Merci.